Je m'appelle Lucas. J'ai 18 ans maintenant, mais c'est arrivé quand j'en avais 17. Je vis dans une banlieue résidentielle huppée où les gens se soucient plus de l'heure et de tuya que de l'état réel de leur compte en banque. Chaque allée a une voiture brillante. Chaque maison a un jardin impeccable, et tout le monde fait semblant de réussir mieux qu'en réalité. Mes parents collaient parfaitement à cette mentalité. L'image est la priorité absolue dans notre maison. Tout le reste passe au second plan. Mes parents, Marc et Sophie, tiennent un café appelé l'Intermède. De l'extérieur, ça a l'air super. Lumière tamisée, déco sympa, toujours quelque chose de posté en story Instagram. Mais à l'intérieur, c'est fondamentalement un désastre financier au ralenti. Les machines tombent tout le temps en panne. Les factures s'empilent derrière le comptoir, et la moitié des bonjours ne semblent bons que parce que mes parents en parlent comme s'ils dirigeaient le prochain Starbucks. Ils maintiennent l'endroit en vie par pur ego et déni. J'ai une sœur aînée, Chloé, qu'ils traitent comme le panneau publicitaire personnel de la famille. Elle est l'image de marque pour nous. L'étudiante en école de commerce cliché, vêtements de luxe, photos de semestre à l'étranger, tout le style de vie soigné. Si elle dépense trop, il hausse les épaules en disant qu'elle construit son avenir. Il l'exhibe comme la preuve que nous allons toujours bien, même quand ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a moi. Je suis celui qui est censé faire tourner les choses en silence. Je m'appelle l'actif invisible parce que c'est exactement ce que je ressens. Je ne suis pas le favori, pas celui dont il se vante, pas l'enfant sur qui il parie. Je suis celui qui doit se taire, être présent et leur faciliter la vie. Je fais le travail de l'ombre que personne ne veut admettre comme nécessaire. Cela inclut l'intermède. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je ferme le café gratuitement la plupart des soirs. C'est moi qui balaie les sols, essuie les tables, réapprovisionne les frigos et finis l'inventaire parce que mes parents refusaient d'embaucher du vrai personnel qu'ils auraient dû payer. Ils appellent ça d'aider l'entreprise familiale, mais c'est vraiment juste du travail dissimulé déguisé en loyauté. Si je ne viens pas, le café s'effondre. Aussi simple que ça. Les deux pères de grands-parents ont essayé d'aider quelquefois. Pas de manière dramatique. Juste en offrant des conseils, en payant une facture ici et là, ou même en recommandant quelqu'un qui pourrait réparer l'équipement pour pas cher. Mais à chaque fois, Marc rejette tout instantanément. Il traite l'aide comme une attaque personnelle. Il dit des choses comme « Nous ne sommes pas une œuvre de charité où nous pouvons gérer nos propres affaires ». Pendant ce temps, Sophie fait semblant d'être d'accord, mais ne regarde personne dans les yeux quand elle le dit. Mes grands-parents voient les fissures. Ils m'ont pris à part plus d'une fois, demandant si tout allait bien ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je leur disais toujours que ça allait. À ce stade, j'avais encore l'impression qu'admettre quoi que ce soit ne ferait qu'empirer les choses. Marc avait cette règle, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de problèmes, et on ne les sort surtout pas de la maison. Mais même avec toute cette comédie, la vérité n'était pas si bien cachée. La maison était tendue. Le café ressemblait à un navire en train de couler. Et Chloé vivait toujours son style de vie d'étudiante dorée, comme si elle était la princesse d'une toute nouvelle franchise. Je ne suis pas quelqu'un qui panique facilement, mais je ne suis pas aveugle non plus. Je voyais bien que la confiance de notre famille n'était que du spectacle. Rien ne semblait solide. Tout dépendait des apparences. Et plus je vieillissais, plus je commençais à réaliser que je ne pouvais pas compter là-dessus. Je ne détestais pas mes parents. Je ne pouvais juste pas faire confiance à la version de la réalité qu'ils vendaient. Et une fois que j'ai eu le déclic, j'ai su que j'avais besoin d'options qui ne dépendaient pas de la capacité de Marc et Sophie à gérer leurs finances ou à devenir magiquement responsables du jour au lendemain. Au moment où ce chapitre de ma vie se fermait, je pensais déjà à des plans de secours. Secrètement, discrètement, parce que quelqu'un dans la famille devait penser à l'avenir sans faire semblant, et ce quelqu'un n'allait certainement pas être Marc, Sophie ou la Marc. Je n'ai pas pris un travail parce que je détestais mes parents ou par rébellion. J'ai pris un travail parce que je voyais ce qui arrivait. L'intermède ne grandissait pas. Les dépenses de Chloé ne ralentissaient pas. Et Marc agissait comme si admettre le stress financier allait le tuer. Je savais que si je ne me préparais pas, personne d'autre ne le ferait. Alors, j'ai décidé de construire mon propre filet de sécurité en silence. Pendant la journée, j'étais juste un lycéen normal. Devoirs, projets de groupe, sport, trucs normaux. Mais une fois l'école finie,
je changeais de casquette. Certains soirs, j'allais directement au bowling où j'avais décroché un petit boulot à nettoyer les pistes et essuyer les tables. D'autres soirs, je recevais un texto de Marc à 15h disant un truc du genre, soit au café pour 20h. On doit avoir l'air occupé pour la clientèle du dîner. Ce qui signifiait que je travaillerais encore à la fermeture gratuitement. J'ai appris assez vite que ma vie devait rouler sur deux rails si je voulais avoir une chance d'avenir. Donc, je gardais la tête basse au lycée, je travaillais au job qui avait besoin de moi, et ensuite je finissais la nuit à récurer les machines à expresso à l'intermède. Pour que tout se fonde dans la masse, j'ai commencé à planifier comme quelqu'un qui s'attendait à se faire prendre tôt ou tard. Je gardais un petit carnet caché dans mon sac à dos où je notais chaque heure travaillée, chaque euro gagné et chaque euro économisé. Je n'économisais pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je gardais mon liquide dans une vieille trousse sous mon lit, à côté des reçus importants. Je me disais que ce n'était pas de la dissimulation. Je me disais que c'était juste de l'organisation. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas que mes parents sachent ce que j'avais, parce qu'une fois qu'ils le sauraient, ça ne resterait plus à moi. Ensuite, j'ai changé pour un boulot dans une librairie. C'est là que j'ai rencontré Damien, un gars vers la fin de la vingtaine qui cumulait 2 emplois et ne romantisait rien. Il parlait d'argent comme les gens parlent de la météo. Direct et sans émotion. Il m'a vu faire mon budget pendant une pause une fois et a dit « Bien. Commence tôt. Les familles deviennent bizarres avec l'argent. » J'ai haussé les épaules, faisant semblant de ne pas comprendre. Il m'a lancé un regard et a dit « J'ai vu beaucoup de gamins penser que leurs parents s'occuperaient de tout. Ils ne le font pas, mets tes papiers en ordre. Économise ce que tu peux et ne dis à personne combien tu as mis de côté. C'est comme ça que tu restes en sécurité. » Le conseil est resté. Damien n'était pas dramatique. Il était pratique. Il m'a fait réaliser à quel point les choses peuvent tourner vite quand les gens sentent qu'ils perdent le contrôle. Alors, j'ai continué à économiser en silence et à travailler en silence. Je pensais que rester sous le radar suffirait. Ce ne fut pas le cas. La trahison est venue d'une voisine nommée Madame Martin. Elle n'était pas méchante, juste une de ces mères de banlieue qui remarquent tout parce qu'elle n'a rien d'autre à faire. Un après-midi, elle est entrée dans la librairie pour acheter une carte de vœux. Elle s'est figée quand elle m'a vu derrière le comptoir. J'ai souri maladroitement et j'ai dit « Bonjour ». Elle a souri en retour comme si elle venait de trouver un bon de réduction qu'elle n'était pas censée avoir. Madame Martin ne me connaissait pas seulement de vue. C'était une habituée de l'intermède. Le genre qui appelait ma mère ma chérie et demandait des nouvelles de la famille comme si elle en faisait partie. Dans notre quartier, un gamin qui travaille dans la vente ne signifiait pas qu'il était responsable. Ça signifiait que quelque chose n'allait pas à la maison. Ça signifiait que le café ne suffisait pas. Et si cette rumeur décollait, elle ne resterait pas une rumeur. Les gens arrêteraient de laisser des pourboires, arrêteraient de venir, commenceraient à choisir l'endroit d'à côté parce que personne ne veut acheter son café dans un commerce qui a l'air de couler. Le lendemain matin, Marc m'attendait dans la cuisine. Ses bras étaient croisés, sa mâchoire serrée. « Alors, tu travailles maintenant ?» a-t-il dit assez fort pour que ça résonne. J'ai dit « Oui ». Ça ne servait à rien de mentir. « Est-ce que tu comprends ce que tu viens de faire ?» a-t-il claqué. Madame Martin va là-bas et le raconte à 3 autres personnes. Et à midi, tout le monde pense que l'intermède ne peut même pas se permettre de garder son propre fils à l'école sans qu'il travaille. C'est comme ça que les commerces meurent dans cette ville. Les chuchotements d'abord, le bilan comptable ensuite. Sophie se tenait près de l'évier, secouant la tête comme si c'était un scandale, pas un job. Chloé est entrée au milieu des cris et a ri. « Tu bosses dans la vente ? Sérieusement ? » C'est embarrassant pour toute la famille. La colère ne concernait pas la sécurité ou les règles. C'était une question d'image. Marc faisait les 100 pas dans la pièce comme s'il jouait l'indignation pour un public. « Les gens vont penser qu'on ne peut pas subvenir à tes besoins », a-t-il dit. « Tu veux des rumeurs sur nos finances ?» Je n'ai pas répondu parce que tout ce que j'aurais dit aurait empiré les choses. Ce soir-là, les hurlements se sont transformés en une négociation qui n'en était pas vraiment une. Marc a dit « Démissionne et je m'occuperai de tes frais de scolarité. » La totalité. Tu te concentres sur l'école. Je gère l'argent. Il a dit ça avec une confiance totale, comme si démissionner allait magiquement tout réparer.
Sophie a hoché la tête comme si c'était une offre généreuse. Chloé se tenait derrière eux, les bras croisés, avec un sourire narquois. La pression dans la maison était constante, alors j'ai démissionné. Je suis entré dans la librairie le lendemain et j'ai dit au gérant que je ne pouvais pas continuer. Il a eu l'air déçu, mais a compris. Damien m'a tapé sur l'épaule et a dit « Histoire de famille ». J'ai juste hoché la tête. À la seconde où j'ai démissionné, je l'ai senti dans mes tripes. Je venais d'abandonner mon seul levier. Je suis rentré à la maison et Marc était soudainement calme. Trop calme. Il agissait comme si tout était résolu maintenant que je ne faisais plus passer la famille pour des pauvres. Sa confiance ne ressemblait pas à de la réassurance. Ça ressemblait à un piège. Il n'a pas fallu longtemps après avoir quitté la librairie pour que les choses éclatent. Une semaine plus tard, Marc et Sophie m'ont convoqué dans le salon. Pas de préambule, pas de tentative d'adoucir quoi que ce soit. Marc a juste dit « Assieds-toi. On doit parler de ta situation pour les études supérieures. » J'ai su instantanément que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Sophie a joint ses mains sur ses genoux comme si elle se préparait à un impact. Marc s'est raclé la gorge et a dit « Le fond d'études est vide. » Pas d'explication, pas d'excuse, juste le titre. Je l'ai fixé. Comment ça, vide? Sophie est intervenue rapidement. C'est parti, Lucas. Il ne reste rien pour tes frais d'inscription. Puis est venue la raison, et d'une certaine manière, c'était pire que l'annonce elle-même. Ta sœur en avait besoin, a dit Marc. Les dépenses de Chloé cette année étaient plus élevées que prévu. Plus élevées et signifiaient des choses comme son été en Europe, ses frais de vie étudiante, et son esthétique de dernière année, qui incluait apparemment un logement surclassé, une nouvelle garde-robe et un forfait photo pour qu'elle puisse poster son parcours en ligne. Ils n'ont même pas essayé de cacher que c'était du luxe. Sophie a ajouté, elle ne pouvait pas ne pas y aller. Tu sais à quel point ces programmes sont importants pour son avenir. Marc a hoché la tête pour lui-même comme si c'était du bon sens. C'est une fille. Elle a besoin de ce filet de sécurité. Tu es un homme, Lucas. Tu peux te débrouiller. Ils ont dit ça calmement, comme si c'était de l'éducation intelligente, pas du favoritisme flagrant. Avant même que je puisse répondre, Chloé est entrée nonchalamment depuis le couloir, ses écouteurs encore dans les oreilles. Quand elle a réalisé de quoi parlait la conversation, elle a eu un petit sourire en coin et s'est appuyée sur la coudoir du canapé. Ne joue pas les choqués, a-t-elle dit. Tu ne t'attendais pas vraiment à ce qu'un coffre-fort géant t'attende. Sophie lui a lancé un regard d'avertissement, mais Chloé a continué. Tu es trop moyen pour une grande école de toute façon. Peut-être que la fac publique est mieux. Moins de pression. Elle a dit ça avec désinvolture comme si elle ne parlait pas de mon avenir entier. J'ai regardé Marc. Alors, c'est quoi exactement votre plan pour moi? Marc a haussé les épaules, comme si ce n'était pas si grave. Prêts étudiants, travail, études, tu te débrouilleras. Les garçons y arrivent toujours. Il a dit ça avec une confiance totale, comme si être un garçon adolescent payait magiquement les frais de scolarité. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lâcher mon plan de secours dans la conversation. J'ai déjà parlé à papy et mamie, ai-je dit. Ils ont dit qu'ils paieraient mes frais de scolarité directement. Je ne leur avais pas encore tout dit, mais j'en avais vu assez aux factures en retard, machines cassées, mes parents paniquant en privé pour savoir que l'argent des études était peut-être déjà parti. Le visage de Sophie a blêmi. Marc s'est figé comme si quelqu'un l'avait débranché. Tu as fait quoi? A-t-il demandé, la voix tranchante. Je leur ai parlé il y a des semaines, ai-je dit. Ils en savaient assez pour comprendre que les choses n'étaient pas stables. Ils ont proposé d'aider. Chloé a pouffé. Tu as vraiment supplié les grands-parents? C'est pathétique. Je l'ai ignoré. Marc avait l'air de quelqu'un dont on venait de fissurer l'armure. Pas parce qu'il se souciait de mon éducation, mais parce qu'il n'avait pas été inclus. Il n'était plus celui qui détenait le pouvoir financier. C'est inacceptable, a-t-il dit. Tu ne vas pas dans notre dos pour impliquer mes beaux-parents dans nos affaires privées. Ils ont proposé, ai-je dit, et j'ai accepté parce que j'avais besoin d'un vrai plan. Ma mère a chuchoté, Lucas, tu aurais dû venir nous voir d'abord. Je l'ai fait, ai-je dit. Vous avez promis de vous en occuper et ensuite vous m'avez dit que l'argent avait disparu.
C'est là que l'ego de Marc a vraiment craqué. Tu les extorques, a-t-il crié, tu les manipules avec une histoire larmoyante pour qu'ils paient pour toi. Tu nous fais passer pour des incompétents. Il s'est levé et m'a pointé du doigt comme si j'étais une menace pour la marque familiale. Tu nous as embarrassés avec ce job et maintenant tu nous embarrasses avec ça. Je n'ai rien dit cette fois. Il n'y avait rien à dire. Ce n'était pas à propos du job, de l'argent, du fonds d'études ou même de l'école. C'était à propos de Marc perdant le contrôle. Dès le soir même, la campagne de diffamation avait déjà commencé. Marc a appelé son frère, puis ses cousins, puis sa mère. J'entendais des bribes à travers le mur. Il est allé dans notre dos. Il manipule les parents de Sophie. Il devient un problème. Et le lendemain matin, des membres de la famille élargie m'envoyaient des textos du genre « Tu ne devrais pas mettre la pression à tes grands-parents, tes parents font de leur mieux ». Aucun d'eux ne connaissait la vraie histoire. Ils ne connaissaient que la version de Marc. Sophie n'a corrigé personne. Elle marchait dans la maison, raide et silencieuse, effrayée de ce que les gens diraient s'ils apprenaient la vérité. Elle suivait le récit de Marc parce que c'était plus facile de maintenir l'image que d'admettre qu'il m'avait laissé tomber. Chloé savourait chaque seconde. Elle passait devant ma chambre avec un sourire suffisant comme si elle avait gagné une compétition dont je ne connaissais même pas l'existence. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était plus un désaccord. Ce n'était même plus à propos des frais de scolarité. C'était un effort coordonné pour contrôler l'histoire, m'isoler, et me faire passer pour celui qui déchirait la famille. Après l'explosion sur le fond d'études, la maison a changé du jour au lendemain. Ce n'était pas juste tendu. C'est devenu un endroit où chaque petite action semblait surveillée, restreinte ou punie. Le silence n'était pas passif. C'était une tactique. Le premier changement a été subtil. Sophie a arrêté de demander si j'avais mangé. Puis elle a arrêté de cuisiner assez pour tout le monde. Il y avait un dîner pour 3 Marc, Sophie et Chloé et j'étais laissé à me débrouiller. Si j'essayais de me faire quelque chose, Marc entrait dans la cuisine et disait « Ne touche pas à ça. C'est pour demain. » Pas de discussion, juste des règles apparaissant de nulle part. Puis Internet a disparu. Pas un bug. Bloqué. Mes appareils ne pouvaient pas se connecter, mais ceux des autres marchaient très bien. Quand j'ai posé la question, Chloé a haussé les épaules. Papa a dit, tu n'as pas besoin de distraction. Concentre-toi sur tes responsabilités. La partie sur les responsabilités a piqué. Je n'en avais plus aucune à leurs yeux, sauf celle de rentrer dans le rang. Les petites punitions s'empilaient chaque jour. Du linge va accidentellement pas lavé. La porte de ma chambre dégondée pour l'aération. Mon chargeur de téléphone disparu. Sophie agissant comme si elle ne savait pas où les choses étaient passées. Rien de tout ça n'était accidentel. Rien de tout ça ne semblait aléatoire. Chloé rendait tout pire. Elle ne cachait plus son implication. Elle me suivait dans la maison, observant silencieusement. Si je sortais pour appeler quelqu'un, elle le rapportait à Marc. Si j'envoyais un texto à un ami, elle passait lentement et jetait un œil à l'écran. Si je fermais ma porte, elle restait dans le couloir et disait « Qu'est-ce que tu caches ?» Elle est devenue l'informatrice personnelle de Marc. Je l'ai entendu une fois à travers le mur dire « Il a quitté la maison à 15 heures. Il parle à quelqu'un. Je crois que c'est mamie. » Elle disait ça comme si elle faisait un rapport d'avancement. Marc utilisait ces mises à jour pour construire un récit selon lequel je devenais incontrôlable. Il disait des choses comme « Tu agis de manière imprévisible, Lucas. Ne rends pas ça plus difficile. » Pendant ce temps, c'était lui qui serrait chaque vis qu'il pouvait trouver. Le tournant a été quand Eric, le frère de Marc, est arrivé à l'improviste un après-midi. Il m'a demandé de marcher avec lui jusqu'à l'allée. Il n'a pas pris la peine de faire semblant que c'était une visite amicale. « Écoute » a-t-il dit doucement. Il a déjà fait ça avant. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Eric a soupiré. Marc, quand nos parents ont essayé de nous aider, il a transformé ça en jeu de pouvoir. Il a tout ramené au contrôle. Il les a repoussés, puis les a blâmés de ne pas le soutenir. Maintenant, il te fait la même chose. C'était la première fois que quelqu'un dans la famille parlait franchement. Il a besoin de quelqu'un en dessous de lui, a continué Eric.
Ça a toujours été le cas. Quand il sent que ça glisse, il devient vindicatif. Tu dois te protéger. Avant que je puisse répondre, Eric m'a tendu une petite pochette. Ce sont les choses que tu dois sécuriser maintenant. N'attends pas. À l'intérieur, il y avait des listes. Carte vitale, acte de naissance, passeport, documents bancaires, tout ce qui était lié à mon identité ou mon avenir. S'il détient ça, a dit Eric, il possède tes choix. Mets-les en lieu sûr. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas un conseil dramatique. C'était pratique. J'ai compris ça. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé discrètement. J'ai trouvé ma carte vitale scotchée au fond d'un tiroir de classeur, l'acte de naissance enterré sous des papiers d'assurance, mon passeport fourré derrière des bons de réduction expirés dans un tiroir de cuisine. J'ai rassemblé ce qui m'appartenait, gardé des copies là où c'était nécessaire, et stocké les originaux dans mon sac à dos. Eric m'a aidé sans le dire à personne d'autre, mais rien ne reste caché longtemps dans une maison bâtie sur la paranoïa. Un matin, Marc a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Où sont les documents? Son ton n'était pas confus. Il était accusateur. Quels documents, ai-je demandé. Il a scanné la pièce comme s'il cherchait des bijoux volés. Ne joue pas à l'idiot. Des papiers ont disparu. Tu as pris des choses qui appartiennent à cette famille. Ce sont mes documents, ai-je dit. Mon identité, mes formulaires scolaires. Ça n'a pas d'importance, a-t-il claqué. Tu ne décides pas encore de ce qui est à toi. Sophie se tenait derrière lui, silencieuse, mais tremblant légèrement. Chloé regardait depuis le couloir, savourant chaque seconde. Marc s'est approché. Tu ne vas nulle part tant que je n'ai pas tout récupéré. Il n'y avait pas moyen de raisonner avec lui. Il n'était pas en colère parce que les documents manquaient. Il était en colère parce qu'il n'avait plus le contrôle dessus, et par extension, sur moi. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mon sac à dos contre ma poitrine, pas parce que je pensais qu'il me ferait mal, mais parce que je ne leur faisais pas confiance pour ne pas prendre ce dont j'avais besoin pour fonctionner. Environ toutes les heures, Chloé passait devant ma porte ouverte, faisant semblant d'avoir besoin de quelque chose dans le placard du couloir. Elle continuait de jeter des coups d'œil à l'intérieur comme si elle attendait que je m'enfuie. À la fin de la semaine, je ne vivais plus comme un ado dans sa propre maison. Je vivais comme quelqu'un qui se prépare à évacuer, emballant en silence, cachant l'essentiel, surveillant les portes, planifiant des itinéraires de sortie. Marc ne me voyait pas comme son fils. Il me voyait comme une menace pour l'histoire qu'il essayait de vendre, et la maison me traitait en conséquence. Après les accusations de Marc sur les documents, l'hostilité à la maison a atteint un niveau où rester n'avait plus de sens. Mes grands-parents maternels ont remarqué que quelque chose n'allait pas et ont insisté pour que je vienne rester chez eux quelques jours. Une fois arrivés, ils ont été clairs, ces quelques jours pourraient durer aussi longtemps que nécessaire. Ils n'ont pas demandé de détails immédiatement. Ils m'ont laissé m'installer, m'ont nourri correctement et m'ont donné de l'espace. Le calme semblait étranger après des semaines de tension, mais le calme ne dure jamais longtemps quand Marc réalise qu'il perd le contrôle. Mes grands-parents ont convoqué une réunion chez eux. Sophie et Marc sont arrivés l'air irrités, mais essayant de rester civils. Chloé est venue aussi, habillée comme pour un brunch plutôt que pour une confrontation. Mon grand-père n'a pas perdu de temps. Il s'est assis, a regardé Marc droit dans les yeux et a dit « Vous traitez Lucas injustement. Nous ne l'ignorons plus. » Marc a pouffé. « Vous ne connaissez pas toute la situation. » Mamie a coupé. « Nous en savons assez. Nous savons que le fonds d'études a été vidé pour les luxes de Chloé au lieu d'aider les deux enfants. Nous savons que Lucas travaille dans l'ombre sans reconnaissance, et nous savons que vous l'avez fait se sentir en danger dans sa propre maison. » Sophie s'est figée. La mâchoire de Marc s'est serrée. Chloé a croisé les bras comme si elle attendait son tour de parole. Marc a essayé le déni d'abord. Nous n'avons jamais favorisé personne. Nous soutenons les deux enfants. Grand-père n'a pas scié. Non, vous soutenez un enfant et vous utilisez l'autre. La pièce est devenue silencieuse pendant quelques secondes. Puis Marc est passé à la justification. Chloé avait besoin d'opportunités. Elle avait besoin de certaines expériences pour son avenir. Lucas est résilient, il peut se débrouiller. Mamie s'est penchée en avant. Favoriser une fille parce que c'est une fille n'est pas de la sagesse.
C'est mal. Et attendre de Lucas qu'il porte le fardeau en silence est inacceptable. Sophie a enfin parlé. Vous faites paraître ça pire que ça ne l'est. Nous faisons de notre mieux. Vous l'avez menacé, a dit mamie. Vous avez coupé la nourriture. Vous avez coupé Internet. Vous laissez votre fille l'espionner. Ce n'est pas faire de son mieux. Chloé est intervenue. Il est dramatique. Vous agissez tous comme s'il était une victime. Il reçoit tout sur un plateau maintenant. Frais de scolarité, logement, sympathie. Pendant ce temps, je dois maintenir toute une image sociale pour mon programme. Grand-père Harry, sans gentillesse. Tu la maintiens avec leur argent. De l'argent qui aurait dû être partagé. Chloé a levé les yeux au ciel. Peu importe. Lucas joue toujours au petit martyr triste. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qui changerait sa mentalité. La famille élargie a commencé à entendre des fragments de cette confrontation presque immédiatement. Un cousin m'a envoyé un texto, « Tu as vraiment traité ton père d'abusif ?» Un autre a dit, « Tes parents nous ont dit que tu agissais de manière instable. » Les rumeurs se propageaient vite, déformées selon qui les racontait. La moitié de la famille supposait que j'exagérais. L'autre moitié supposait que Marc avait finalement craqué. Pour protéger son image, Marc est passé en mode performance totale. En une semaine, il a organisé un barbecue dans le jardin et invité voisins, collègues et parents. Il a posé pour des photos avec Chloé, a agi de manière joyeuse et a parlé fort de comment la famille est tout ce qui compte. Sophie flottait autour en remplissant les verres, souriant trop fort. Quiconque observait pouvait voir qu'ils essayaient de réécrire l'histoire avant qu'elle ne se solidifie. À un moment donné pendant le barbecue, Marc m'a pris à part. « Tu embrouilles tout le monde », a-t-il dit entre ses dents serrées. « Tu fais passer cette famille pour diviser. »« Nous sommes divisés », ai-je répondu. Il a ignoré ça. Tout ce que tu avais à faire était de nous faire confiance. Mais tu as couru chez tes grands-parents et tu nous as fait paraître faibles. Je suis parti. Il a détesté que je n'argumente pas. Ça voulait dire qu'il ne pouvait pas déformer mes mots plus tard. Quelques jours après l'événement, Marc et Sophie sont venus chez mes grands-parents pour une autre discussion. Celle-ci n'était pas une confrontation. C'était une proposition. Marc a commencé avec un ton calme, ce qui signifiait toujours des ennuis. « Nous sommes prêts à aider pour tes frais de scolarité », a-t-il dit. Mais il y a des conditions. Sophie a hoché la tête en accord. « Tu clarifieras publiquement, » a continué Marc, « que les grands-parents n'ont jamais payé tes frais, que c'était un malentendu. Tu nous remercieras pour notre soutien, et tu diras à quiconque demande que tout va bien maintenant. » Je l'ai fixé. « Tu veux que je mente ? Nous voulons que tu corriges le récit, » a dit Sophie rapidement. Marc a ajouté, « Tu veux aller à l'université, n'est-ce pas ? C'est la manière la plus propre. » J'ai secoué la tête immédiatement. « Non, je ne ferai pas ça. » L'expression de Marc s'est durcie. « Pourquoi pas ? » « Parce que vous n'offrez pas d'aide, » ai-je dit. « Vous offrez une dissimulation. » Il s'est approché. « Tu réalises ce que tu es en train de jeter ? J'ai déjà mes frais couverts, » ai-je dit. « Vous n'avez rien à offrir. » Pendant un moment, la pièce est devenue mortellement silencieuse. Sophie avait l'air embarrassée. Chloé avait l'air furieuse. Marc avait l'air dangereux. « Tu penses avoir gagné parce que tes grands-parents sont intervenus ?» a-t-il dit doucement. « Tu penses que c'est fini ?» Grand-père s'est levé alors, mais Marc a levé la main. « Non, je veux qu'il entende ça. » Il s'est penché juste assez pour que je sois le seul à entendre la suite. « Je n'ai pas fini. » Il a dit ça sans crier, sans théâtralité, juste une certitude froide. C'est le moment exact où j'ai compris quelque chose clairement. Il n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il se préparait pour la prochaine attaque, et il se fichait de qui il devait entraîner dans sa chute. Au moment où j'ai arrêté de couvrir les fermetures à l'intermède, le déclin a commencé à se voir. Ça n'a pas pris longtemps. Les clients n'avaient pas les bonnes commandes. Les tables restaient sales. La buse vapeur pour le lait a cassé et est restée non réparée pendant des jours. Un habitué a même posté en ligne, « Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? C'était super avant. » Marc faisait semblant de ne pas voir les commentaires,
mais tous ceux qui entraient pouvaient voir que quelque chose clochait. Je n'étais plus là tous les soirs, mais les gens parlent dans une banlieue comme la nôtre, et oncle Éric complétait le reste quand il passait chez mes grands-parents. Sans ma main-d'œuvre gratuite, les soirées se sont effondrées le plus vite. Le café a fermé tôt 3 fois en une seule semaine. Les livraisons n'étaient pas vérifiées correctement. La liste d'inventaire ne correspondait pas à ce qui était réellement sur les étagères. Ce n'était pas du sabotage. C'était simplement ce qui arrivait quand Marc refusait d'embaucher du vrai personnel et avait bâti toute sa fondation sur un ado invisible faisant du travail non rémunéré. Les clients l'ont remarqué. La fréquentation a chuté. Les pourboires ont baissé. Quelques mères du quartier chuchotaient entre elles en prenant leur latte. Tout le monde pouvait sentir l'instabilité, même si personne ne le disait directement. Au lieu de régler les problèmes, Marc a opté pour le drame. Il a annoncé un grand relooking, comme si un nouveau nom pouvait réparer le chaos opérationnel. Du jour au lendemain, l'intermède est devenu le café du matin. Nouvelle enseigne, nouveau logo, nouveau mug. Même équipement cassé, même trou financier. Il a tenu un petit événement d'inauguration sur le parking du café. Il a fait un discours sur les nouveaux départs, agissant comme s'il dévoilait une chaîne nationale au lieu de repeindre le même commerce en faillite. Chloé a pris des photos. Sophie a applaudi trop fort. Les voisins restaient polis comme s'ils regardaient une pièce de théâtre scolaire. Mais un changement de nom n'a pas réglé les fermetures, les erreurs ou la faible affluence. Le café du matin a trébuché plus fort que l'intermède ne l'avait jamais fait. C'est là que le masque de Marc a commencé à glisser vite et publiquement. Il a commencé à se pointer au café l'air épuisé un jour, furieux le lendemain. Il criait sur les baristas pour avoir raté des commandes qu'il ne les avait pas formés à faire. Il blâmait les fournisseurs pour les retards, les clients pour être trop difficiles, et les employés pour ne pas être engagés. Il ne se blâmait jamais lui-même. Puis l'alcool a commencé. Discret au début, puis visible. Ses yeux étaient rouges l'après-midi. Sa voix devenait plus forte à l'heure du dîner. Il faisait plus les 100 pas, claquait plus, et répétait les mêmes phrases comme un homme répétant des excuses pour une retombée qu'il sentait venir. À la maison, c'était pire. Sophie essayait de maintenir l'image, mais les fissures apparaissaient. Un matin, je suis entré dans la cuisine de mes grands-parents et j'ai entendu Sophie se disputer avec ma grand-mère à propos d'argent. Bas au début, puis éclatant en sanglots. Elle prétendait ne pas avoir besoin d'aide, puis s'effondrait en pleurant. Elle insistait, ce n'était pas censé être comme ça. On a juste besoin de temps. Ma grand-mère ne répliquait pas. Elle avait juste l'air fatiguée. En une semaine, Sophie a commencé à mettre ses bijoux au clou. D'abord un bracelet, puis des boucles d'oreilles, puis un collier que Marc lui avait donné il y a des années. Elle essayait de le cacher en espaçant les choses, mais n'importe quel adulte dans la famille pouvait voir ce qui se passait. Les boîtes à bijoux ne se vident pas toutes seules. Je l'ai entendu dire à mon grand-père, on avait juste besoin d'assez pour couvrir le loyer du café et peut-être une échéance de prêt, juste temporaire. Elle disait le temporaire comme si ça voulait dire quelque chose. Quand le café coulait depuis des années, quand Marc l'a découvert, il n'a pas réagi comme un époux inquiet des factures. Il a réagi comme un homme perdant un accessoire qui aidait son histoire. Il a engueulé Sophie, disant « Comment tu es censé te montrer aux événements sans rien de décent à porter ?» Il se fichait qu'elle ait vendu ses pièces pour empêcher le café de s'effondrer. Il se souciait qu'elle n'ait pas l'air correcte. L'image comptait plus que le mariage, l'argent ou la santé mentale de quiconque impliqué. Pendant ce temps, Éric continuait de passer. Au début, il essayait d'aider avec les réparations au café ou suggérait des coupes budgétaires. Marc rejetait chaque suggestion avant même qu'Éric ait fini de parler. Éric m'a dit en privé, il répète le vieux cycle. Il vrille. Il blâme tout le monde. Et ensuite il essaie de reconstruire le fantasme. Il a poussé plus fort pour une intervention, parlant aux 2 pères de grands-parents, essayant d'éloigner Sophie du chaos assez longtemps pour qu'elle pense clairement. Il n'était pas dramatique, juste réaliste. S'il ne ralentit pas, il va brûler toute la structure jusqu'au sol, a-t-il dit. Et c'est exactement ce qu'on ressentait. Le café ne faisait pas que faillir. Il entraînait toute la famille avec lui. Les voisins remarquaient les fissures. La famille éloignée chuchotait sur le comportement de Marc. Sophie tenait à peine le coup.
Chloé continuait de poster des photos léchées comme si rien de tout ça n'existait. Et Marc tempêtait en ville en prétendant que tout allait bien tout en perdant le contrôle de chaque partie de sa vie. Pour la première fois, le problème n'était pas juste entre moi et mes parents. Ce n'était pas juste à propos des frais de scolarité ou du favoritisme ou d'une mauvaise dispute. C'était le système entier qui s'effondrait en public. Tout le monde pouvait le voir maintenant. Tout le monde pouvait sentir la pression. Et personne, pas même Marc, ne pouvait plus prétendre que c'était juste un malentendu. Le jour de l'emménagement aurait dû être normal. Des étudiants traînant des cartons, des parents qui pleurent, des colocataires se présentant maladroitement. Le mien a commencé comme ça pendant environ 10 minutes, juste assez longtemps pour que je pense que le pire était derrière moi. Mes grands-parents étaient avec moi, aidant à installer ma chambre, et l'oncle Éric se tenait près de la porte, passant en revue une pochette de formulaire juridique qu'il avait apporté juste au cas où. Puis tout a basculé. Une femme avec un badge du campus et une radio à la ceinture s'est approchée de nous. « Êtes-vous Lucas ?» a-t-elle demandé. « On a une situation en bas. Votre père est à l'accueil en insistant que vous êtes inscrit contre votre gré. » Mes grands-parents se sont figés. Éric, non. Il a juste murmuré, bien sûr qu'il l'a fait. Et a fermé le dossier calmement. Nous avons pris l'ascenseur. Avant que les portes ne s'ouvrent complètement, nous avons entendu la voix de Marc résonner dans le couloir. Il subit des pressions, criait Marc. Il ne comprend même pas ce qu'il signe. Il est poussé là-dedans par ses grands-parents. Le membre du personnel essayait d'intervenir, mais Marc parlait plus fort. Il est instable, a-t-il claqué comme si le mot semblait répété. Il n'a pas toute sa tête. Vous ne pouvez pas le laisser s'inscrire comme ça. Un groupe de parents et de nouveaux étudiants se tenaient là, faisant semblant de ne pas regarder. La sécurité gardait ses distances, essayant de désamorcer sans faire de scène, mais il n'y avait aucun moyen d'en éviter une. Marc ne chuchotait pas des accusations. Il les diffusait. Quand il m'a vu, il a pointé du doigt comme s'il avait attrapé un criminel. Là, c'est lui. Vous ne pouvez pas le laisser signer quoi que ce soit. Il n'est pas mentalement apte à prendre des décisions. Éric s'est interposé entre nous immédiatement. Marc, arrête. Tu n'as aucune autorité légale ici. Lucas a 18 ans maintenant. Marc l'a ignoré. Lucas, rentre à la maison. Ce n'est pas toi. Il t'utilise pour l'argent et contrôle ta vie. Je n'ai pas élevé la voix. Non, il m'aide parce que tu ne voulais pas le faire. Ça a jeté de l'huile sur le feu. Tu penses que tu vaux mieux que moi maintenant, a crié Marc. Tu te balades en agissant comme si tu t'étais construit tout seul. Tu n'es rien sans mon nom. Les étudiants autour de nous ont ralenti, regardant ouvertement maintenant. Marc a continué. C'est ta faute. Tout ça. Toi et tes grands-parents avaient tout gâché. Il s'est avancé comme s'il voulait me coincer. Éric a bougé plus vite, le bloquant sans le toucher. Marc, a dit Éric doucement. Pars. N'ajoute pas des charges criminelles à tes problèmes. Pendant un instant, Marc a eu l'air stupéfait que son propre frère ne prenne pas son parti. Puis il a ri amèrement. Tu as toujours aimé jouer au héros. Tu penses que l'aider te rend meilleur que moi. J'ai finalement dépassé Éric et regardé Marc droit dans les yeux. Ma voix était froide. Tu n'as pas perdu le café à cause de moi. Tu l'as perdu parce que tu as passé 20 ans à prétendre être un homme que tu n'étais pas. Marc a cligné des yeux, surpris par le ton. Tu as drainé chaque ressource qu'on avait pour maintenir une image que tu ne pouvais pas te permettre, ai-je continué. Tu as joué l'entreprise sur la fierté. Tu as laissé Chloé flamber le fonds d'études comme si c'était de l'argent de poche. Maman vend des bijoux. Tu rebrandes des cafés qui n'ont jamais fait de profit. Il a regardé autour de lui, soudainement conscient que les gens écoutaient. Et maintenant, ai-je dit, tu es dans un couloir d'université à hurler des mensonges parce que tu ne peux plus me contrôler. Son visage est devenu rouge. Espèce d'ingrat. Je l'ai coupé. Chloé a abandonné la semaine dernière, n'est-ce pas? Tu ne l'as dit à personne, mais mamie m'a dit qu'elle avait vu la lettre sur le comptoir. Elle revient vivre à la maison parce que tu ne peux pas payer son loyer. Et maman, ai-je dit, elle est fauchée parce qu'elle a porté chaque facture dont tu prétendais qu'elle n'existait pas. Tu n'as pas échoué à cause de moi.
Tu as échoué parce que tu as continué à prétendre que tu étais au-dessus de la réalité. Marc a essayé de m'attraper à nouveau, furieux et tremblant. Un des gardes est intervenu cette fois. Monsieur, vous devez vous calmer. Mais je n'avais pas fini. Vous êtes une violation de propriété, ai-je dit. Vous n'avez aucun droit d'interférer avec mon inscription. Si vous ne partez pas et que vous continuez à nous harceler, nous porterons plainte. Il y a aussi la vidéo de comment tu as traité mamie la semaine dernière. Chaque parent à proximité s'est raidi. Quelques-uns ont chuchoté. Marc s'est figé. Il savait exactement ce que je voulais dire. Il savait aussi qu'Éric avait des copies. Sophie l'avait repoussé loin de mamie quand il lui avait attrapé le bras trop fort lors d'une dispute 3 jours plus tôt. La caméra de sécurité de leur Porsche l'avait capturé clairement. Éric l'avait déjà sauvegardé. Il l'avait copié le soir même où c'était arrivé parce qu'il attendait que Marc franchisse une ligne qui ne pourrait pas être effacée par la parole. La voix de Marc affaiblit. Tu mens. Non, j'ai fini de mentir pour toi. Le garde s'est tourné vers lui. Monsieur, vous devez venir avec nous. Marc a essayé de résister, criant « C'est mon fils. C'est une affaire de famille. » Mais le couloir était plein maintenant. Étudiants, parents, faculté, tous le regardaient s'effondrer. 2 gardes l'ont pris par les bras et l'ont escorté vers la sortie alors qu'il continuait de hurler « Lucas. Tu vas regretter ça. Tu n'es rien sans moi. » Il n'avait plus l'air puissant. Il avait l'air petit, un homme hurlant pour garder le contrôle sur quelque chose qu'il avait déjà perdu. Sophie n'était pas là. Chloé n'était pas là non plus. Mais la nouvelle s'est répandue vite. En quelques heures, Chloé a appelé ma grand-mère en pleurant sur combien tout était injuste et gâché. À la fin de la semaine, elle était revenue à la maison et avait pris un boulot au salaire minimum qu'elle détestait, se plaignant chaque jour que la vie l'attaquait. Quant à Marc, il a vrillé publiquement. Les proches ont pris leur distance. Les voisins ont arrêté de faire semblant. La campagne de diffamation s'est effondrée quand les gens ont réalisé que l'homme qui hurlait au bureau des inscriptions n'était pas une victime. Il était démasqué. Après que Marc a été évacué, Éric m'a touché l'épaule. Tu as géré ça mieux que la plupart des adultes. Mon grand-père a hoché la tête. C'est la rupture nette dont tu avais besoin. Nous avons fini les papiers d'inscription sans plus de surprise. Mes grands-parents m'ont aidé à monter les derniers cartons dans ma chambre. Pas de leçons, pas de pression, pas de culpabilité. Quand ils sont partis, j'ai marché vers mon premier amphi. Je n'ai pas regardé en arrière vers le couloir où Marc avait été traîné dehors. Je n'ai pas regardé mon téléphone pour vérifier les messages. Je n'ai pas pensé au café, à la crise de Chloé ou à l'image familiale qui s'effondrait. J'ai pris ma place dans la salle de cours, sorti un cahier et attendu que le professeur commence. Pour la première fois de ma vie, je n'opérais pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre ni ne nettoyais le désordre de quelqu'un d'autre. La porte s'était refermée.